C'est parti. Donc du coup, ouais, je vais présenter juste le contexte. En fait, c'est le 5e Dabagro qu'on organise. C'est dans le cadre de la communauté Time for the Planet. Donc Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est quelque part qui peut s'apparenter un petit peu à fond, parce que l'objectif, c'est de lever 1 milliard d'euros pour financer 100 innovations qui vont avoir un impact massif, soit sur la séquestration carbone, soit sur la réduction des émissions. Et pour ça, il y a vraiment une notion et d'aider évidemment au financement des entreprises, mais également d'accompagner les équipes, par exemple en proposant un CEO ou des entrepreneurs qui pourraient accompagner les scientifiques vraiment dans la notion de transformation en modèle économique viable. Et ça s'appuie aussi sur une communauté. Donc, il y a pour l'instant 32 000 actionnaires, beaucoup en France, mais pas que. Et on est 5 000 bénévoles, en gros, à travailler, à évaluer les innovations et puis à faire connaître Time, à faire monter aussi en compétence un peu toute la communauté. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est là. Et je vais laisser Nico présenter un peu plus les agros. Trop cool, merci beaucoup. Et donc, dans cette belle communauté de Time, il y a des groupes de personnes qui ont des points communs. Donc, le point commun peut être un métier. Et donc, on a le groupe des ingénieurs agro et assimilés, parce qu'en fait, on accueille avec grand plaisir tous ceux qui se passionnent pour nos sujets aussi. Donc, on a plusieurs actions très concrètes au sein de cette planète qui compte depuis peu. Alors, une planète chez Time, c'est un groupe de communautés qui a un point commun. Et donc, au sein de cette planète agro, on est 100 depuis pas longtemps. Et donc, on a des actions très concrètes comme ces Deb Agro qu'on fait tous les mois. Et donc, ce soir, on a l'honneur d'accueillir Mathieu, Dimitri et Denis, qui vont nous présenter donc leur entreprise. Et peut-être si repréciser, du coup, la raison d'être de cette planète comme du Deb Agro de ce soir, c'est de faire comprendre au maximum de gens les liens entre le carbone et le vivant. On parle beaucoup de carbone et c'est très bien, on n'en parle encore pas du tout assez en soi. Et on parle encore beaucoup, beaucoup moins des liens entre carbone et vivant. Et pourtant, les écosystèmes et les animaux et les végétaux qui les composent sont essentiels pour en fait nous aider, et encore le mot est faible, pour notre avenir. Et donc là, ce soir, on va pas mal parler d'alimentation quand même. Et aussi peut-être avec Mathieu et Dimitri de BTP, c'est possible, notamment. Élargir un petit peu le spectre des agros ce soir. Voilà, j'arrête de parler et je vous laisse vous présenter peut-être Mathieu et Dimitri en premier, puis Denis, parce qu'en fait, dans l'ordre, on va sûrement parler d'Horizon avant de parler de Milk. Merci beaucoup. Super. Merci Merci, Nico Nico. pour cette intro. Donc effectivement, tu parlais de BTP. Voilà, nous, on n'est pas une entreprise d'agroalimentaire à la base. Donc en fait, on fait pousser du bambou en nous associant avec des agriculteurs. Et du coup, les pousses de bambou sont comestibles. C'est un coproduit de cette production de bois. Et on est très content que ça se passe comme ça. Mais voilà, effectivement, la genèse, c'est plus produire du bois, produire des écomatériaux. Et voilà, et du coup, pour nous présenter un petit peu rapidement, donc on est tous les deux ingénieurs de 27 et 28 ans avec Dimitri. Dimitri, il a un doctorat en énergétique du bâtiment. Et moi, j'ai bossé en recherche dans le nucléaire. Et je pense qu'on avait comme point commun de trouver notre impact au quotidien peut-être un peu trop lent, avec une échelle aussi de temps qui était peut-être trop longue. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est rapproché autour de ces sujets depuis à peu près ouais, 1 an et demi. Et puis il y a 1 an, on est tombé sur cette plante formidable qui est le bambou. Et on a tout de suite vu le potentiel de croissance rapide, de séquestration importante du CO2, une facilité de pousse, même en France. Ça, on ne le savait pas, mais voilà, quand on vous parle d'exploitation de bambou, en fait, on peut aller jusqu'à des diamètres de 15 cm pour les chaumes de bambou, les troncs. Voilà, et du coup, on a tout de suite fait lien avec nos expériences professionnelles en se disant que pour le bâtiment, ça permettait de diversifier la ressource bois, qui aujourd'hui est quand même plutôt menacée par le changement climatique. On se pose pas mal de questions sur
l'avenir de nos forêts et le temps que ça va mettre pour en adapter les essences. Et voilà, le bambou a cet avantage de pouvoir être récolté annuellement et de repousser chaque année. Et donc voilà, du coup, on a saisi cette opportunité. Dimitri, peut-être je te laisse rebondir sur vraiment la spécificité de notre modèle d'affaires et comment tout ça s'articule avec les agriculteurs. Ouais, ouais. Juste, on a Ça Attends, coupe pas mal, ouais. Ouais, ça saute. je pense que tu peux enlever ta vidéo. On t'entend Ouais. pas très bien, ouais, Dimitri, pour l'instant. dit que je suis désolé, je Ouais. peux pas vous rester avec vous jusqu'à 20h, il faudra que je parte à 19h30. Donc je vais rester avec Mathieu pour la présentation, et puis quand il y aura des questions à la fin, Mathieu sera là pour répondre. Mais je serai plus là. Ok, ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ouais, super. C'est mieux là, Mathieu? Ouais. Ok. Du coup, notre modèle, ouais, on s'évite à faire parce que du coup, il y avait un gros enjeu à faire de l'impact via la restauration des sols, etc., et tous les bienfaits que peuvent apporter le bambou au point de vue de la biodiversité, etc., des sols, mais aussi un impact social, puisqu'en fait, le bambou, c'est une plante qui est assez facile à cultiver, qui a une bonne rentabilité économique. Et donc, c'est une occasion pour en fait, apporter un nouveau débouché à nos agriculteurs, qui sont, on le sait, pas dans la meilleure posture. On en perd chaque année au profit de plus grosses exploitations. Et on sait qu'il faudrait tripler les nombres d'agriculteurs aujourd'hui pour, si on veut nourrir la France en 2050 avec une agriculture à peu près décarbonée. Et donc, en fait, on s'est aperçu que notre projet, il avait un enjeu environnemental, mais surtout social, parce qu'en fait, on a un modèle assez particulier d'association avec les agriculteurs, où on va en fait créer une société d'exploitation en partenariat avec un agriculteur qui est en recherche de débouchés. Donc lui, il sera co-actionnaire à 51% et notre société Horizon à 49%. On va valoriser le carbone séquestré pour le compte de cette société, qui va permettre de financer en grande partie la plantation, et également les charges d'exploitation jusqu'à arriver à la rentabilité, qui va nous permettre de payer en fait l'agriculteur. Donc il sera salarié de sa propre société d'exploitation dès le jour de la plantation. Et ensuite, il touchera sa part de bénéfices sur la revente des produits de la bambousette. Donc, ça sera notre travail de valoriser ensuite les produits de la bambousette pour le compte de la société d'exploitation, et cette valeur sera repartagée environ à 50-50 entre l'agriculteur et nous. Donc en fait, on est sur un modèle où l'agriculteur il ne s'embête pas, il est payé dès le premier jour de la plantation, et derrière, il va toucher des bénéfices liés à la vente du bambou. Donc ça, c'est assez radicalement nouveau par rapport à ce qui se fait habituellement dans l'agriculture. Et c'est en ça que je pense qu'on a un impact social hyper important aussi, puisqu'en fait, on voit un peu le bambou comme un moyen d'apporter un revenu complémentaire à une exploitation qui va permettre à l'agriculteur d'avoir un peu de visibilité sur ses revenus, un peu plus de sécurité dans son travail. Et voilà, ça va permettre de pérenniser des petites exploitations, éviter qu'elles tombent, qu'elles ne soient pas reprises, rendre aussi peut-être, on espère, le métier d'agriculteur un peu plus rentable et du coup un peu plus attrayant pour les nouvelles générations. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement également que ce modèle a un impact, donc impact social et impact environnemental. En fait, ça allait aussi être notre force, puisque en fait, on va pouvoir convaincre beaucoup plus d'agriculteurs avec ce modèle-là, parce que la proposition est attrayante. Parallèlement, on va pouvoir, grâce à notre modèle d'agriculture qui est en fait durable et équitable, avoir des crédits carbone qui vont être vraiment, qui vont avoir un maximum de co-bénéfices et qui, du coup, pourront se vendre au meilleur prix. Et donc capter un peu les revenus de la finance carbone pour rediriger cette richesse sur le territoire, pour créer des exploitations sur le territoire
qui va aider nos agriculteurs, ce qui va aussi recréer de la valeur, toute une industrie autour du bambou, puisqu'il faudra bien le transformer, le revendre, etc. Et donc, en fait, on lance un cercle vertueux pour aller plus vite et aller plus fort et avoir plus d'impact. Voilà un peu l'idée générale. Peut-être pour revenir sur un point qui est lointain, mais qui est quand même assez essentiel dans notre modèle, c'est du coup la valorisation du bambou. Quand on plante une bambousée, elle met à peu près 10 ans à vraiment grossir. On va dire que très schématiquement, le diamètre des chaumes double chaque année. Et on arrive à peu près à voilà, un régime de croisière autour de 10-12 ans. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là où on valorise vraiment du bois pour faire de l'ameublement ou de la construction en quantité. Et donc, en gros, l'originalité de notre modèle, c'est de, donc, comme l'a dit Dimitri, de distribuer les bénéfices à 50% entre l'agriculteur et nous. Mais donc, en fait, on vient casser ce modèle où le transformateur rachète pas cher la matière première à l'agriculteur. Et là, on transforme avec l'agriculteur, il est payé à la fin. Et par contre, la contrepartie, du coup, un peu logique, c'est qu'il investisse dans les outils de transformation. Et voilà, et du coup, on recrée un peu cette sorte de coopérative où on va intégrer l'agriculteur dans toute la chaîne de valeur de cette industrie du bambou. Et voilà, et en ça, du coup, pour donner un chiffre un peu concret, 5 hectares suffiraient à doubler le revenu moyen d'un agriculteur. Et du coup, voilà, on se dit que ça permet effectivement de pérenniser beaucoup d'exploitations en France. Nous, on vise 50 000 hectares d'ici 2040. Et donc, ça représenterait, si on plante 5 hectares chez chaque agriculteur, 2,5% des agriculteurs, en sachant qu'aujourd'hui, il y en a 400 000 et comme le disait Dimitri, il faudrait que ça triple si on voulait vraiment être compatible avec une trajectoire de degrés. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide. Dimitri, je ne sais pas si tu voulais insister sur des Non, points. je pense qu'on a dit les choses plus importantes. Voilà, en sachant aussi que peut-être si c'est à noter, on ne s'est pas levé un matin avec toutes ces idées un peu innovantes, voire disruptives. En fait, on s'est beaucoup inspiré d'un modèle qui existe déjà, qui est celui de la Compagnie des Amandes. Je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est lancé par François Moulias et Arnaud Montebourg. Et eux, ils ont l'ambition de recréer une filière de l'amande en France qui existait historiquement, mais qui aujourd'hui, pour 80%, voilà, la production elle est en Californie. Et pour des raisons de stress hydrique, en fait, c'est un non-sens. Et surtout, il y a une demande qui est croissante que la Californie ne pourra pas assurer. Donc voilà, nous, on a 1 an, la Compagnie des Amandes a 3 ans, mais c'est vrai qu'il nous ouvre pas mal la voie parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos business, avec une différence quand même notable pour nous dans le sens où la finance carbone permet vraiment de financer ces bambousets qui sont quand même des projets à long terme. On vise une rentabilité à partir de 7 ans grâce aux pousses de bambou qu'on commercialise au bout de 4-5 ans et qui voilà, prennent le relais sur la vente des crédits carbone qui, elle, par chance, peut se faire en avance dès le début. Donc, on appelle ça des ventes exemptées. On va pouvoir valoriser une grosse partie de ce que va séquestrer la bambousée sur toute sa durée de vie, ou en tout cas les 20-30 premières années. Voilà. Je ne sais pas si on passe aux questions ou si Denis présente d'abord. Ça tombe bien, parce qu'on vient d'avoir une question de Tia. Donc, si ça te va, Denis, on peut prendre les questions, mais à 30 max, on s'arrête si ça te va, pour laisser le temps à Denis de parler de son projet. Donc voilà, Tia, une première question. Tia, si tu veux prendre la parole à l'oral ou même animer ta caméra si tu veux, n'hésite pas, ce sera plus vigilant, plutôt que je lise ta question. Ça risque d'être compliqué. Je te laisse lire la question. Ça marche.
Du coup, elle précise qu'elle adore les bambous. Donc, ouais, en plus d'être très disruptif, on voit que c'est très utile, en fait, aussi. Ça allie les deux. Et elle se demande quel est le frein aujourd'hui, quand même, pour avancer sur le déploiement, parce que on- il y en a certainement. Et voilà, et j'imagine que tu as enfin, tu veux des précisions là-dessus. Alors, il y a plusieurs freins, je dirais. Il y a un premier frein qui est économique. Enfin, il y a plusieurs freins, mais ils sont quand même liés et imbriqués. En fait, je vais commencer par un autre frein qui est plutôt le frein de la perception qu'ont les gens euh, par rapport au bambou en Europe. C'est vrai que déjà, c'est perçu comme une plante invasive parce que les gens qui ont du bambou dans leur jardin et ça les embête, ça passe chez le voisin, ça transperce des murs. Et en fait, c'est exactement ce qui nous intéresse parce que du coup, ça veut dire que c'est une plante qui est très très robuste, vivace, résiliente, voilà. Et en fait, ce problème de l'invasivité, il est très local, il est à l'échelle d'un jardin ou d'une exploitation. Et dès lors qu'on va faire ce qu'il faut pour empêcher la, la propagation des bambous en dehors des limites de l'exploitation, il n'y a pas de problème plus important sur la propagation des bambous par d'autres moyens, puisque c'est une plante qui fleurit extrêmement rarement, une fois tous les 80 ans en moyenne. Et les graines ont un taux de germination extrêmement faible. Donc il n'y a pas de problème de propagation par le vent, par les animaux, par l'eau, etc. Son seul mode de reproduction, c'est vraiment euh, la propagation par les rhizomes, et ça, on peut le bloquer avec des moyens qui ne sont pas trop difficiles à mettre en œuvre. Et du coup, cette mauvaise image qu'a le bambou, un peu aussi de plantes cheap, là, on a ces images de construction en bambou, en Asie souvent, des chapelages. On se demande comment on pourrait le mettre en œuvre dans nos sociétés occidentales. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Et en fait, c'est lié à un autre frein auquel on se heurte aussi, du côté du financement, où en fait, les financeurs, ils ont aussi cette construction par rapport au bambou. Du coup, ils ont du mal à voir les débouchés. D'autant plus que c'est quand même comme le dématérialisation, une culture qui est rentable, mais sur le long terme, le bambouset devient rentable au bout d'environ 7 ans. Et 7 ans, c'est vraiment la limite haute, si c'est même parfois trop long pour pouvoir financer ces projets classiquement à la banque ou il y a d'autres moyens. Donc moi, je dirais que c'est un peu les deux principaux freins auxquels on fait face aujourd'hui. Je ne sais pas si Mathieu, tu as d'autres sujets, Non, d'autres bah, précisions à juste, apporter. en fait, nous, on a un peu rencontré tous les experts du bambou de France et les passionnés. Et en fait, il y en a pas mal qui ont déjà bossé sur ce sujet. Je pense que la plus vieille histoire entrepreneuriale, elle doit avoir entre 30 et 35 ans. Et comme le disait Dimitri, bah voilà, c'est des projets long terme. Comme la filière n'existe pas, bah, il n'y a pas de produit bambou. Donc, en fait, pour les gens, c'est pas crédible. Et nous, la grosse différence, en fait, c'est le contexte, l'urgence climatique, qui fait que bah, aujourd'hui, il y a une finance carbone volontaire qui est un marché hyper dynamique. Et sans ça, très honnêtement, je pense qu'on n'y arriverait pas parce que c'est trop loin des modèles. Donc, donc voilà, ça marcherait pour la compagnie des amandes parce qu'en fait, eux, c'est un verger, c'est un business qui est connu, même si c'est quand même assez long, on va dire une rentabilité autour de 6 ans, si je dis pas de bêtises. Mais pour le bambou, ce serait pas possible. Donc on est chanceux. Moi, j'ai une petite série de questions. Est-ce que je peux y aller? Vas-y. Donc, ouais, j'ai vu sur le site, ah ouais, sur le site internet, il y a un rendement à l'hectare pardon, il y a 9 millions de tonnes de CO2 séquestrées affichées. Et on parle bien pour 10 000 hectares de bambou plantés. Oui, ouais, Ouais. en fait, on a changé nos ambitions très récemment et du coup, il faut qu'on mette ça à jour sur le site. Ouais. Euh, Et mais du coup, voilà, nous à effectivement, ce chiffre. l'hectare. Vas-y, Mathieu. Non, non, bah, je t'en prie. C'est toi Ok, le chef. ouais, alors pour l'instant, on est en plein dans ces estimations parce qu'on doit établir une méthode de quantification du carbone séquestré à l'hectare pour pouvoir le valoriser ensuite sur le marché de la finance carbone. Donc, la fourchette, c'est entre 300 et 600 tonnes de CO2 captées
à l'hectare À l'hectare? sur 10 ans. Ah, d'accord. Donc une bambousaie mature constitue un stock de 300 à 600 tonnes de CO2. Alors, Derrière, on a ajouté, pour donner ce chiffre de 9 millions, le carbone séquestré dans les produits bois qu'on destine à longue durée de vie qu'on va produire. Donc ça, c'est le carbone séquestré dans les constructions. Euh, et on a également intégré le carbone substitué, donc le carbone, le CO2 évité par l'utilisation de produits décarbonés, donc de produits bois par exemple, à la place de produits carbonés comme le béton ou l'acier. Un coefficient de substitution qui est de 1 et quelques de mémoire, qui représente un petit peu ce qui se passe en moyenne dans l'industrie du bâtiment. d'accord. Et donc, si, bien préciser, tu parlais d'une récolte annuelle qui est obligatoire de 15 centimètres. Et donc, il y a une pousse Ouais, annuelle. Pourtant, ça en fait, pousse. je pense qu'il faut peut-être qu'on fasse un point sur la croissance d'une bambousaie. C'est assez étonnant, en fait, parce qu'on ça ne pas du tout comme une forêt. En fait, c'est une herbe, donc on peut considérer ça comme étant un gazon géant. Euh, donc, en fait, on va planter la première année à une densité assez faible, environ 400 plants à l'hectare. Et là, d'année en année, les rhizomes vont se propager chaque année, des nouveaux bambous vont sortir qui vont être un peu plus gros, enfin un peu plus gros en diamètre et un peu plus haut en hauteur que les bambous de l'année d'avant. Mais une fois qu'un bambou sort du sol, il sort au printemps, il va se développer comme une canne télescopique en une trentaine de jours. Et à partir de là, il a une durée de vie d'environ 10 ans, mais il ne va pas changer, il ne va pas augmenter en diamètre ou en taille. Donc pendant 10 ans, on va être vraiment dans la phase de croissance de la bambousaie, où elle va vraiment s'étendre. Donc d'année en année, les chaumes vont être de plus en plus grosses, de plus en plus hautes. Et arrivé à environ 10 ans, on dit que la bambousaie est arrivée à la maturité. Et là, les chaumes qui sortent chaque année ne seront pas plus grosses en diamètre ni plus grosses en hauteur. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer les récoltes. Et on va récolter environ un quart des bambous chaque année. Ils vont ensuite instantanément repousser l'année d'après. En une trentaine de jours, ils vont se développer leur taille maximum. Et ensuite, on va attendre 4 ans pour qu'un chaume soit mature. C'est ça que quand je dis qu'on récolte un quart, en fait, une bambousaie, c'est un ensemble de bambous qui sont composés de 4 générations différentes. Il y en a qui ont 1 an, il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont 3 ans, il y en a qui ont 4 ans. Et chaque année, on récolte une génération. Donc, qui équivaut à 25% de la densité de bambousaie. Et merci. Et juste, bah, je laisse les autres questions pour alterner, mais juste, ça mycorhize le bambou ou pas? Oui, c'est une plante mycorhizante, non ou pas? Ou je dis une grosse Juste pour bêtise. préciser un petit peu ce que c'est la mycorhization pour tout le monde. Ouais, il y a... On t'a perdu. Suspense. Ah, Spence. on t'a perdu. Vas-y, là, je cherche. Ah, là, on t'entend, Dim. Vas-y. Attends, je vais couper ma vidéo. Du coup, moi, ça a coupé de mon côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ouais, bah on attendait ta réponse. Vas-y. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Quand tu dis est-ce que c'est une plante qui mycorhize, est-ce que c'est une plante qui permet le développement des mycorhizes? Alors, Là, c'est Ouais, Nico qu'on a perdu. t'es muté, Nico. Ah oui, pardon. Oui, pardon, oui, oui. Donc oui, en gros, c'est les champignons qui peuvent se développer grâce à, enfin, ouais, ouais, au travers ouais, ouais. Ouais, enfin, je n'ai jamais lu que ce n'était pas le cas. Pour moi, D'accord. on lit souvent d'ailleurs que le bambou, justement, de par son réseau racinaire ultra développé, il permet justement un maillage du sol hyper important et du coup de créer une interface, enfin, des interfaces, enfin, autant d'interfaces pour les échanges au sein du sol. Donc, je sais pas, j'ai pas de réponse directe à ta question, mais je pense que oui, je pense pas que ce soit un obstacle. Pour expliquer à tout le monde, peut-être la mycorhization, c'est quand il y a une symbiose entre des champignons, alors pas les champignons qu'on voit à l'œil nu facilement dans la forêt, mais plutôt des champignons microscopiques, et les plantes via les racines des plantes. Voilà. Et en général, il y a des bénéfices mutuels.
l'un va apporter Ouais. à l'autre ce que le premier n'a pas, en gros. Et pour info, quand il y a de la mycorhization, donc quand il y a cette symbiose entre champignons et plantes, il y a beaucoup plus de stockage carbone en général. Donc c'est le moment intéressant. Ok. Mais après, concernant peut-être ce point, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on a vraiment un modèle d'agroforesterie. On travaille avec Pure Projet. Et voilà, du coup, en fait, l'idée, c'est de... Parce qu'en fait, le réseau racinaire du bambou, il est très surfacique. Je crois enfin, il est entre 30 et 80 cm de profondeur. Et du coup, pour augmenter cette symbiose mycorhizienne, on plante des arbres à croissance rapide qui auront aussi du coup plein d'autres bénéfices sur la biodiversité et sur notre production de bambou parce qu'en fait, le bambou, il pousse il sera plus grand s'il manque de lumière, parce qu'il est en compétition avec la lumière. Et s'il n'y a pas de vent, c'est mieux aussi. Super, je ne sais pas si Nico, tu avais fait le tour de tes questions. Alors, non, enfin, je voulais pas non plus monopoliser. Il y avait Oui, d'autres. il y en a deux autres, c'est vrai. Alterner, voilà, alternons. Ça marche. Merci beaucoup. Du coup, Denis, tu avais une question. Oui, alors qui est effectivement pratico-pratique, puisque on parle donc d'une association avec un agriculteur. Et ma question, c'était de savoir comment va-t-il pouvoir dégager du temps sur ce nouveau métier quand on les connaît déjà travaillant extrêmement, enfin, sur des durées quand même de travail extrêmement importantes. Et comment, j'ai une seconde question, lui donner les compétences dans la transformation. Euh, alors, pour la question du temps, la plupart du temps, on vient remplacer une culture existante. Donc, ça ne vient pas forcément s'ajouter à ce qu'il fait déjà. Le bambou, c'est une culture qui demande peu d'entretien. Nous, on a calculé qu'en plein régime de bambousier maturité, qu'il faut récolter tous les ans, c'est équivalent à environ 4 mois de travail à temps plein. Donc, ça peut bien fonctionner avec le travail saisonnier. D'autant plus que c'est du travail qui est essentiellement en hiver. On récolte les chaumes en hiver. Donc, ça s'insère aussi souvent assez bien avec le calendrier classique des exploitations. Mais donc, sur la question du temps, voilà, il faut retenir ça. Ça demande peu d'entretien, donc après peu de temps. On vient remplacer quelque chose a priori. Donc, voilà. Et on le prévoit de le payer. Donc, soit on le paye directement à l'agriculteur, c'est le travail, soit en fait, il va simplement embaucher quelqu'un d'autre pour venir faire ce travail en plus, quoi. Et sur les compétences pour la transformation, nous, on travaille avec une troisième personne qui s'appelle François Rosenbeck, une entreprise qui s'appelle Bambouktou depuis 10 ans, et il travaille le bambou, il le récolte en France, et lui, il a vraiment cette compétence pratique sur de terrain, d'entretien de bamboulet, de récolte et aussi de transformation. Et du coup, ça sera son travail vraiment de former en amont les agriculteurs en anticipation des récoltes à venir. Mais honnêtement, c'est pas sorcier, hein, c'est pas nous on l'a fait, on a participé à des récoltes. Enfin, c'est largement à la portée d'un agriculteur qui a déjà d'autres compétences par ailleurs. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour passer à Denis après. Culture Conseil, je me permets de vous voyez, tu avais une question. Avez-vous pensé à la certification carbone type label bas carbone, je vais y arriver, ou Gold Standard? Et d'ailleurs, Culture Conseil, je suis désolé si tu veux prendre la parole pour rebondir après, n'hésite pas aussi. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas bleu, en fait. C'est Culture Conseil, c'est mon entreprise. Merci, Et, donc, oui, j'avais une question sur justement la rémunération des agriculteurs. Je me demandais si ça faisait partie du projet aussi de rémunérer à travers les marchés carbone ou la certification, en tout cas, pour vendre des crédits carbone derrière. Voilà. Alors, du coup, en fait, la finance carbone, elle ne vient pas couvrir 100% des besoins en investissement. Mais par contre, c'est ce qui permet de rendre le projet viable et de justement raccourcir
Je sais pas qui tape en même temps, mais s'il peut se muter, s'il vous plaît. Ça permet de raccourcir le point de rentabilité parce que voilà, sinon en fait on serait rentable, j'ai plus les chiffres en tête, mais au-delà de 10 ans et honnêtement ce serait vraiment très compliqué. Et concernant les labels, donc tu parlais du label bas carbone et de Gold Standard. En fait, nous, on vend des crédits carbone qui sont locaux. C'est clairement dans notre proposition de valeur et du coup, on sera labellisé plus tard par le label bas carbone. Sauf que, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode bambou qui existe. Ça coûte assez cher. Nous, on nous a parlé de au moins 1 an avant de pouvoir être commercialisé par ce moyen-là. Et du coup, nous, on a trouvé un moyen de nous confronter à notre marché plus rapidement et de commencer à faire un peu de chiffre d'affaires. En fait, on est certifié par une plateforme qui s'appelle sweep.net. En gros, ils sont en train il y a beaucoup de services de bilan carbone et pour aider à réduire son empreinte carbone. Sauf qu'aujourd'hui, la demande elle est en train d'exploser. Donc, on voit des entreprises comme Sweep, Sami, qui sont en train de productiser, SaaSiser, plateformiser, excusez-moi pour tout ce jargon, mais en gros, automatiser le fait de faire des bilans carbone et de réduire l'empreinte. Et du coup, ils sont aussi très bien placés pour revendre justement des projets de contribution à la neutralité carbone. Et donc, toutes ces boîtes ont des portefeuilles de projets et permettent voilà, du coup, de commercialiser nos crédits carbone. Et l'originalité de Sweep, c'est qu'en fait, ils ont un audit interne qui va permettre de servir de tiers certificateur. Voilà, c'est une sorte de label privé où ils mettent leur réputation en jeu. Alors, on sait que c'est assez clivant et on se prive d'une grosse partie du marché parce qu'en fait, Sweep, ce n'est pas une boîte qui… Ils feront référence un jour, mais là, ils ont moins de 2 ans. Et les labels privés, ça fait toujours un peu plus peur que le label bas carbone. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est un moyen de connaître notre marché et d'avoir une offre qui leur correspond totalement. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Et Dimitri, si tu nous entends encore, on va passer à l'entreprise de Denis, si ça vous va, qui s'appelle Mille Cantines. Et j'en dis pas plus. Je te laisse nous dire tout ce que tu as à nous dire. Merci. Très bien, ben merci de me donner la parole. Donc, je suis Denis Olivier, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Mille Cantines. Je voudrais dire à la base qu'en fait, moi, je suis chef d'entreprise dans des activités du bâtiment. Ce qui va faire sourire, c'est que c'est de la production de portes d'intérieur en bois, donc il y a un lien avec ce dont on vient de parler avec le bambou. Je précise quand même qu'on est certifié 100% FSC, donc issu de forêts durablement gérées. Voilà donc pour ce qui est de cette activité. Et en fait, à l'âge de 23 ans, j'ai eu un choc émotionnel par le fait d'une amie qui m'a donc proposé d'aller voir ce que faisaient ses parents. Et ses parents étaient en fait grossistes au marché de Rungis. Et à 23 ans, je n'avais jamais vu une telle taille de bâtiment et une telle quantité de nourriture en une seule fois. Il s'agissait uniquement du marché de la marée. Et quand ses parents m'ont indiqué tout ce que je voyais là n'était que 2 jours de consommation pour parier sa couronne, alors tout naturellement, j'ai essayé de multiplier par le nombre de jours restants, par la France, par l'Europe, par le monde. Et là, j'ai eu vraiment, je me suis fait peur et je me suis dit, mais franchement, on va dans le mur. Et l'histoire m'a donné raison, puisque avant Covid, en juillet 2019, la presse nous annonçait que nous avions consommé 12 mois de ressources en seulement 7 mois. Et donc, ma vie jusqu'à là n'était que mercantile et je voulais lui donner plus de sens. Du coup, j'ai voulu porter une action avec l'avènement du digital sur la réduction du gaspillage alimentaire, puisque à l'âge de 23 ans, ça a modifié mon rapport avec le gaspillage alimentaire et j'ai toujours été très attentif à ça. Donc, tout naturellement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et issu de l'observation, je me suis rendu compte que la restauration collective était un
des pourvoyeurs de gaspillage alimentaire, puisqu'ils ne savent jamais qui vient manger exactement et encore moins ce qu'ils vont choisir. Pour autant, cette profession a devoir de remplir des selfs de façon à pouvoir garantir donc une restauration avec donc du coup un risque de gaspillage alimentaire élevé. J'ai donc regardé sur la toile mondiale ce qui se proposait donc en 2016, puisque c'est la date de création de 1000 cantines. Et à mon grand étonnement, je me suis rendu compte que tout ce qui se proposait était en aval. Comment retraiter le déchet? Et là, j'ai été vraiment surpris, puisque je me suis dit, c'est bien, c'est déjà une très bonne chose, mais c'est trop tard. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Si on veut avoir un impact sur le climat, il faut qu'on réduise la consommation d'eau de la production, des terres retournées en CO2. Bref, c'est vraiment là où ça se joue. Et donc, il faut à ce moment-là qu'on ait donc du coup un outil qui donc permette pour cette restauration collective d'arriver à cette finalité. Et donc, l'idée est très simple, c'est donc de pouvoir proposer une solution qui permette à cette restauration collective de connaître à l'avance l'affluence et les choix des convives via un système de réservation sur le smartphone ou le PC, de façon à ce que les cuisines ne sortent des frigos que ce qui sera réellement consommé. Aujourd'hui et hier, on était déjà sur un modèle d'inscription, ce qui est une utilisation courante. Mais personne n'avait fait le saut d'aller jusqu'à de la réservation de plats. C'est donc là où 1000 cantines se situe. On est donc sur un changement d'usage. Et tout changement d'usage, bien sûr, a demandé énormément d'itérations pour arriver, bien évidemment, à aller au succès. Et donc, comment donc, eh bien, emmener les convives sur ce nouvel usage? Eh bien, c'est déjà en leur proposant une multitude d'informations que l'on ne peut pas obtenir sur un self physique. On va donc recevoir le menu des cuisines, l'enrichir sur notre système et donc porter à connaissance des convives, eh bien, par exemple, l'ensemble des ingrédients que compose le plat, parce que ça va permettre aux convives de pouvoir choisir en conviction. Il y a de plus en plus de végans, de végétariens, de religieux, voilà. On va pouvoir également porter une information sur les allergènes, parce qu'aujourd'hui, il y a un devoir d'information en entrée de self où on doit porter à connaissance les 14 allergènes, mais une fois qu'on est dans le self, on ne sait plus où se trouvent les allergènes. Donc là, on va pouvoir les positionner sur l'ensemble des plats. Il y a 3 personnes aujourd'hui sur 10 qui ont des problèmes de ces temps. On va également donner une information sur la provenance des produits parce que les convives sont aujourd'hui en demande de transparence. Et puis, on va donc également valoriser le travail des cuisines qui travaillent souvent dans l'ombre parce qu'il se peut qu'il y ait du fait maison ou un label qui présente le plat comme une source locale ou bio. Et puis, on veut aussi challenger les cuisines. Donc, on a un système de notation de 1 à 5 étoiles avec un éventuel petit commentaire qui va permettre de challenger les cuisines au quotidien, qu'elles gagnent en excellence, du coup, que les plats soient de plus en plus savoureux et que, du coup, le convive finisse son assiette. Et auquel cas, la mission de 1000 cantines est remplie, c'est-à-dire en amont, eh bien, ne sortir des frigos que ce qui sera consommé et en aval, avoir des assiettes qui soient terminées. Là-dessus, donc, on va régler également 2 irritants que n'arrivait pas à régler la restauration collective, et ça risque de parler à certains qui ont dû utiliser de la restauration collective, c'est de réduire la file d'attente par des choix qui ont été prédéfinis, et surtout, d'assurer du premier au dernier convive de bien avoir la même offre. Parce que c'est un classique. Aujourd'hui, quand on arrive en milieu ou fin de service, nous n'avons plus les choix des premiers, nous risquons de déjeuner par défaut, et déjeuner par défaut, c'est forcément augmenter le risque de gaspillage dans l'assiette. Voilà donc les 2 bonnes promesses que propose donc cette solution 1000 cantines. Et puis bien sûr, Covid oblige, il a fallu qu'on se remette en question. Donc on a aujourd'hui rajouté la possibilité de positionner un créneau horaire de passage, de pouvoir également assurer une jauge, de façon à limiter le nombre de convives par créneau. On a aussi mis en place de la gamification, puisqu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'être sur de l'incitatif et de récompenser le convive qui utilise notre solution, sachant qu'il n'y a pas de caractère obligatoire. Donc, je vous laisse imaginer, sans caractère obligatoire, comment arriver finalement à réduire ce gaspillage. Eh bien, en fait,
Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on arrive à avoir un taux moyen de 72% de taux de réservation sur notre solution. Alors, je dois dire quand même que ce taux est surtout sur du scolaire, parce qu'on est sur du lycée, du collège, et qu'effectivement, on les sent beaucoup plus aptes à utiliser notre solution parce qu'ils ont le téléphone dans le prolongement de la main, ce qui n'est pas forcément le cas d'un adulte qui n'a pas commencé sa vie avec un smartphone. Et donc ça, évidemment, ça amène de bonnes solutions. Maintenant, on donne la possibilité à la cuisine qui reçoit au quotidien les réservations de porter un effectif théorique et sur la base des 72% de réservations statistiques factuelles, eh bien, de leur donner la tendance pour 100% des réservations qui auraient pu être faites. Voilà. Donc, voilà comment on s'y prend. Finalement, avoir une réduction drastique du coût de cette réduction du gaspillage en fin de service, et sur laquelle également, on a un business model qui se veut vertueux et circulaire, puisque nous allons nous rémunérer sur les économies que va réaliser la cuisine. Et pour ce faire, on s'est basé sur une étude de l'ADEME qui définit que la perte par plateau repas, c'est quelque chose que vous pouvez googliser, ADEME, juillet 2016, gaspillage alimentaire, restauration collective. Et donc, ils ont défini que cette perte était de 68 centimes. Ce qui, soit dit en passant, représente sur les 4 milliards, alors hors Covid, de repas servis en restauration collective, 2,7 milliards de dépenses inutiles dans cette profession, 540 000 tonnes de gaspillage alimentaire non consommé, ce qui représente, pour vous donner un ordre d'idée, 54 tours Eiffel. Voilà. Donc, sur la base de ces 68 centimes, ce que l'on propose, nous, c'est de se rémunérer au coût clic de la réservation, soit 33 centimes donc, de ce coût clic, et de laisser sur les 68, 35 centimes à cette restauration collective, de façon à les encourager à financer plus de local, plus de bureaux, puisque aujourd'hui, la restauration collective dit avoir du mal à financer justement ce type de pratique par le fait d'avoir déjà des prix relativement compressés. Donc là, on leur offre une hypothèse d'ouvrir une marge pour pouvoir justement avancer sur ce sujet et être sur du local. Et puis, c'est une profession qui se plaint d'avoir une baisse d'1 à 2% de son marché chronique annuel et sur laquelle nous, on est prêt à leur apporter un potentiel de marché. On s'y prend. Eh bien, c'est très simple, c'est depuis la base d'un site de restauration où ils sont déjà présents, c'est de pouvoir proposer donc notre solution à des entreprises qui sont périphériques à ce site, qui n'ont pas la taille critique nécessaire pour avoir de la restauration collective et de fait, eh bien, pouvoir passer réservation via notre système et être livré en liaison froide au quotidien par ce site déjà existant. Et auquel cas, on va donc gagner sur le CO2 et le kilomètre de livraison par rapport à des modes où chacun va prendre sa voiture pour aller à la boulangerie ou alors se faire livrer depuis l'autre bout de la ville par un Uber Eats. Donc tout ça fait que, eh bien, on va réduire drastiquement donc, ce CO2. On est très fiers puisqu'on a été labellisé par le cabinet EY au sein donc, de la fondation Solar Impulse qui, je vous le rappelle, a cherché 1000 solutions dans le monde qui sont en capacité d'avoir un impact climatique. Et donc, depuis mai 2020, 1000 cantines figurent en bonne place donc, dans ces solutions. Et donc, la mission de 1000 cantines, elle est très claire et ça sera ma conclusion, c'est de réduire massivement le gaspillage alimentaire à sa source au service de la planète et créer un impact climatique durable au profit de l'humanité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. C'est hyper clair et très complet. Nico, je vois que tu as une question. Je t'en prie si tu veux y aller. Oui, donc oui, j'ai visité un petit peu le site. Merci pour le lien. Oui, donc a priori, là, de ce que je vois, il y a déjà eu 230 000 repas livrés, à peu près un petit peu moins de repas. On n'est pas sur de la livraison, hein. On est sur du moment, c'est donc de la réservation. Il y a eu 200 000 réservations de fait. Pardon. Et du coup, c'est en combien de temps ça fait combien de temps que le modèle tourne, que l'application, que ça tourne, tout ça? Alors, on a commencé en 2016 avec une année d'itération et de programmation. On était vraiment à l'état de trottinette.
Bien sûr. J'ai levé des fonds assez importants sur cette fin de première année. Et donc, du coup, ça m'a permis de constituer mon équipe dès la deuxième année. Et l'idée, c'était d'aller au marché, qu'il y ait des clients prêts à payer pour notre solution dès 2018. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu les gendarmes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, D'accord. puis ensuite les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis après des plateaux de télévision, notamment la série Plus belle la vie à Marseille. Après, on a eu des collèges, etc., etc. Donc, effectivement, on était en croissance verticale. Et puis, malheureusement, le Covid est passé par là, ce qui nous a fait mettre un genou à terre. En mars 2020, lockdown pendant 2 mois, dénonciation de tous nos contrats par nos clients pour cas de force majeure. Et on a donc aujourd'hui eu 18 mois d'arrêt jusqu'en juillet 2021. On a repris en septembre où à nouveau on a pu rediscuter. Là, on est en pleine discussion avec la mairie de Lyon notamment, ce qui est un marché important. Ça aurait un vrai impact CO2 puisqu'il y a 28 000 repas servis journellement. Et donc, on a aussi d'autres clients. On est avec les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est avec Bourgogne-Franche-Comté. On attend une réponse, on espère positive, de la région Île-de-France pour les lycées. Département du Rhône, en collège. Mais tout ça, eh bien, malheureusement, est en report parce qu'il y a encore une 5e vague qui s'approche. Donc, dans l'incertitude, on ne cesse de nous repousser. Et donc, du coup, on a brûlé énormément de cash où j'ai souhaité conserver mon équipe au départ parce que je n'ai pas monté cette société pour faire des licenciements. Ensuite, parce que je ne connaissais rien au Covid et j'espérais que ça dure 3-4 mois. Et en fait, au bout de 18 mois, j'étais obligé de prendre plein de dispositions, fermer notre bureau de Paris, etc. Donc, tout ça fait qu'on est vraiment short pétrole aujourd'hui, alors qu'on n'est pas très, très loin finalement d'arriver à… alors, il faut savoir qu'on a les armées françaises, c'est pas rien, et surtout que l'expérimentation, qui malheureusement a été retardée avec le Covid, vient de se terminer, elle est favorable. Donc, on attend la semaine prochaine une décision importante qui me permettrait à nouveau de trouver des investisseurs pour, bien évidemment, accompagner ce marché qui est très conséquent. Ok, merci. Ouais, c'est très clair. Et effectivement, ouais, ouais, je comprends l'impact massif de tout ça. Ouais. Je n'avais pas imaginé dans cette perspective-là aussi. Ouais. Oui, ce qu'il faut voir globalement, c'est qu'un aliment qui est jeté, bah, il a demandé énormément d'énergie pour rien. C'est ça, Littéralement. 30% des aliments de la planète ne sont pas consommés. Alors, on va l'extrapoler. Je parle vraiment d'une extrapolation. 100 bêtes dans un champ, c'est donc 30 bêtes qui partent à la poubelle sans être consommées. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on va l'extrapoler comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des millions de litres d'eau pour alimenter 30% de ces bêtes pour zéro. C'est des millions de terres retournées en CO2 pour zéro. C'est du méthane pour zéro. Donc tout ça fait que d'avoir un système de réservation n'est pas là pour enlever le métier d'agriculteur, il est là pour optimiser nos ressources. Donc il n'y aura pas de changement quant à leur métier et au volume qu'ils produisent, mais on va pouvoir l'optimiser. Je vous rappelle aujourd'hui que notre balance est déficitaire sur le plan commercial dans l'agriculture et que justement là, notre solution permettrait vraiment d'avoir un effet extrêmement important et de pouvoir suivre la courbe qu'on s'est fixée et qu'on n'arrive pas à tenir sur le plan gouvernemental. On était présent à la COP26, enfin pas moi, mais Bertrand Piccard de la Fondation Solar Impulse, qui a fait un book, qui a retenu 50 solutions sur les 1000 qu'il a distribué donc à l'ensemble des gouvernants et on était dans ces 50 solutions de ce book qui a été donné. Donc, il y a effectivement des solutions qu'on peut mettre en œuvre, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de freins qui sont quoi? Économiques. Je vais vous citer, donc on a eu l'occasion ensemble déjà d'en parler avec Nicolas, c'est que vous allez voir, c'est édifiant ce que je vais vous raconter. Dès la fin de la première année, je suis convié par le groupe Elior à les rencontrer au siège, donc à la Défense. Je monte… Elior, peut-être pour tout le monde, un des mastodontes mondiaux de la restauration collective avec quelques autres boîtes françaises aussi. C'est cela, Sodexo et le britannique Compass. C'est les 3 leaders. Je monte donc, on me badge, on vient me chercher, je prends un ascenseur gigantesque, je monte au dernier étage. Je me dis, ça sent bon, généralement le dernier étage, c'est la direction.
On m'installe dans une salle de réunion gigantesque. 5 personnes s'installent en face de moi, échangent de cartes de visite et je comprends rapidement que la personne qui est pile en face de moi n'est autre que le directeur innovation du groupe Europe, enfin de l'Europe du groupe Elior, pardon. Donc, Monsieur Olivier, est-ce que vous savez pourquoi on vous a convoqué? Alors déjà, je dis ça commence mal, je me crois au commissariat. Donc, je lui explique que oui, je pense être là parce qu'on a sollicité un lycée qui collabore avec le groupe Elior, qu'on est en état d'itération et qu'ils ont dû leur demander la permission. Et il me regarde, il me fait non, 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 pas du tout, du tout. Je lui dis, dites-moi ce que je fais là. Il dit, c'est notre plus gros client qui veut utiliser votre solution. On ne vous connaissait pas il y a 5 jours. Dites-nous qui vous êtes. Je fais donc ma présentation comme je vous l'ai faite là. Je la connais par cœur, forcément, ça fait quelques années. Et donc, à la fin de mon exposé, ce monsieur me dit, Monsieur Olivier, tout ça, c'est plein de bonnes intentions, mais ça nous met dans de graves difficultés. Alors, je dis, expliquez-moi, je ne comprends pas. Il me dit, voilà, vous devez savoir que déjà, si on est 3 opérateurs qui ont pris le marché mondial, c'est que pendant un temps, on a quand même fait des offres en négatif. Vous entendez bien, en négatif, c'est-à-dire que l'offre était inférieure au prix de revient. Et que donc, leur business model depuis 30 ans est basé sur la marge arrière prise chez les fournisseurs de denrées alimentaires et sur une politique de volume. J'atteins un certain palier, j'ai tant de pourcents de remise en fin d'année, j'atteins un autre palier plus élevé, j'ai tant de pourcents supplémentaires, etc. Et donc, du coup, il me dit, Monsieur Olivier, ça va à l'encontre, votre solution, c'est-à-dire elle devient frugale, et nous, notre business model est basé sur le volume. Sachant que dans le business de la restauration collective, ils facturent un minimum, et donc, du coup, ils poussent à la conso, et ils envoient, quoi. Et donc, peu importe, parce que le résultat, ce n'est pas vraiment sur ce qu'ils prennent aux clients, c'est sur ce qu'ils récupèrent en marge arrière. Et donc, ils essayent d'atteindre ces volumes pour atteindre encore plus de remises. Donc, c'est totalement antinomique de ce que notre proposition à nous. Donc, je vous laisse imaginer la disruption qu'on amène à notre solution. Elle est plutôt bonne. C'est ce qui m'a amené à avoir beaucoup d'investisseurs jusqu'alors qui ont dit super, c'est une belle disruption et on va y aller. Donc, c'est vrai que comment vous dire, la digue, elle s'est fendue, mais malheureusement, elle ne s'est pas encore ouverte et le flot n'est pas continu parce que c'est des groupes puissants. Et vous devez savoir aussi que on a donc on s'est engouffré dans la loi climat et résilience, qui est après la loi Egalim. Je vous rappelle que la loi Egalim déjà demande à ce que l'horizon 2025 ait 50% de réduction du gaspillage alimentaire qui soit opéré en restauration collective. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend 2025, bien évidemment. C'est comme si vous disiez demain sur l'autoroute, on va passer à 110 en 2025. Il n'y en a pas un qui va passer à 110, il va attendre 2025. Bon. Donc, du coup, ce qui s'est passé donc, avec cette proposition donc climat et résilience, c'est que on a donc fait un gros travail de lobbying pour donc j'ai moi fait énormément de visio avec des députés pour introduire un amendement qui alors il était très ambitieux, il demandait à ce que la réservation dans la restauration collective soit rendue obligatoire. Je vous laisse imaginer l'ambition, mais on a quand même tenter cette plus haute marche parce qu'on avait une trajectoire pour le climat qui allait vraiment être puissante. Et bien évidemment, les députés n'ont pas eu ce courage parce qu'ils nous ont dit vous êtes très collège, lycée, qui est effectivement une grosse part du marché national, et les professeurs vont se mettre en travers, ils vont dire encore un truc obligatoire, etc. Donc ils ont dit non, on va les avoir dans la rue, on va pas. Donc on est parti sur 3 ans d'expérimentation, c'est quand même dans les tablettes de la loi, c'est le texte de loi 256, on est déjà très fiers puisque c'est l'amendement 1000 cantines. Et à la suite de ces 3 années d'expérimentation, il y aura un bilan et après, la volonté peut-être de faire un caractère obligatoire. Alors, de ce que m'a dit le cabinet de lobbying, qui nous a coûté très cher, c'est que, Monsieur Olivier, soyez pas trop inquiet, vu les problématiques climatiques, d'année en année, de toute façon, ils vont accélérer les propositions parce qu'on n'arrive pas à tenir la trajectoire. Et donc, du coup, on a espoir quand même qu'on n'attende pas 3 ans d'expérimentation pour arriver à ce caractère obligatoire. Voilà. Merci. C'est quand même édifiant de voir à quel point on marche sur la tête parfois. Mais oui, merci. En tout cas, ouais. L'économie passe avant, malheureusement, l'écologie. Ton exemple est très parlant. Et on se rend compte que
En fait, quand on a les échos de ceux qui prennent des grosses décisions, que en fait, ce qui pourrait nous effrayer en imaginant des choses, c'est parfois la vérité quand même. Pas toujours peut-être, mais parfois quand même. Ouais. Euh, mais oui, donc franchement, j'espère sincèrement que ça va marcher, ce que tu proposes avec tes collaborateurs. Parce que je ne sais pas si vous avez retenu les 54 tours Eiffel, c'est ça, à peu près? Un truc comme ça. C'est ça, c'est 54 tours Eiffel en termes Et puis, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres étages à la fusée, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va créer de la data, qui est extrêmement importante, puisqu'elle sera factuelle cette fois-ci, eh bien, on imagine dès la deuxième année déjà être beaucoup plus efficace, puisque dans la restauration collective, on resserre les mêmes plats aux mêmes saisons. Et donc, du coup, ils vont vraiment pouvoir commander ce qui sera vraiment consommé sur la base de nos datas qui sont vraiment factuelles. Et ce qu'on veut, c'est ensuite créer une plateforme d'échange entre les agriculteurs en local et bio et la restauration collective. Et l'idée, c'est qu'on inverse la situation, c'est-à-dire que l'agriculteur pousse ses propositions et que notre système de data alerte la restauration en lui expliquant qu'il y a des offres qui pourraient matcher sur les plats qui vont être proposés pour les semaines à venir. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est donc aller ensuite à cette organisation, vraiment réorganiser tout ça et faire en sorte qu'on privilégie le local et le bio grâce à cette plateforme. Alors là, l'avantage, parce qu'on était les premiers sur le sujet de la réservation, là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas les premiers. Il y a déjà d'autres offres qui se proposent. Sauf qu'elles ont du mal à vivre. Pourquoi? J'appelle ça, moi, le syndrome Blablacar. C'est-à-dire que ces plateformes qui essayent de créer cet échange entre l'agriculteur et la restauration a cette problématique Blablacar. C'est quoi Blablacar? C'est-à-dire quand un étudiant va de Lyon à Grenoble pour aller faire ses études tous les lundis matins, il va d'abord utiliser Blablacar pour un premier trajet un lundi matin et il va découvrir que le directeur commercial d'une société à Grenoble, parce qu'il habite à Lyon, va tous les lundis à sa boîte. Ben, il fait quoi? Il utilise une fois Blablacar, puis après, on s'appelle et on passe en direct. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe avec ces plateformes qui ont du mal à pouvoir faire fonctionner le système parce que, justement, elles sont doublées par le truc, parce qu'elles prennent déjà trop de marge, c'est trop élevé. Et comme nous, on aura déjà une marge prise sur la réservation, on peut se permettre d'avoir une marge plus faible sur l'engagement de ces personnes. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va délivrer un certificat de façon à ce que la cuisine, en cas de contrôle, puisse bien montrer que tout ce qu'elle a acheté est issu d'un circuit court. C'est donc tout ce qu'on veut mettre en œuvre. Et puis, on veut aussi rajouter du transport en dernier kilomètre, en tout électrique. On l'imagine notamment avec la Poste, qui a ce type de livraison. Donc, voilà un petit peu quels sont… Et puis, il y a un dernier point, je suis très bavard, pardon, c'est qu'on veut aussi avancer avec un autre marché qui est colossal, c'est qu'on pense qu'à terme, on aura, enfin, si le Covid veut bien nous laisser tranquilles, on aura donc la petite enfance, parce qu'on commence à avancer avec des municipalités qui enfin introduisent du choix. Ils croyaient que le monochoix était la solution pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est totalement contre-intuitif. Le monochoix crée le pire du gaspillage alimentaire. Donc, alléluia. Par exemple, la municipalité de Lyon, avec laquelle on est en discussion, va introduire du self pour tous les enfants. Donc, c'est une excellente chose parce qu'on va pouvoir donner du choix, à condition, bien sûr, qu'on soit sur un système de réservation, que le self soit virtuel. Et si le self est virtuel, on ne peut pas gaspiller. Donc, c'est comme ça que ça doit se jouer. Et donc, on pense qu'à terme, on aura les collégiens, les lycéens, les universitaires qui seront les adultes de demain. Et donc, du coup, ce qu'on veut, c'est que vous ne preniez plus l'avion demain sans 48 heures au préalable sur un long courrier, vous ayez réservé votre plateau repas. Imaginez, il y a 4 milliards de plateaux repas donc qui transitent dans les avions, qui se posent et qui décollent, toutes compagnies étrangères confondues en France. C'est exactement le même volume que la restauration collective, c'est gigantesque. Et donc, c'est moins de consommation pour l'avion, parce qu'il faut savoir que j'ai discuté avec Air France, je leur dis comment vous vous y prenez. Il dit on met 20% de plateaux supplémentaires systématiques dans les avions pour arriver à contenter tous les clients. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, si l'hôtesse démarre d'un bout de l'avion, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas le plat que vous vouliez en fin d'avion.
C'est un classique. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que sous l'app donc, de la compagnie, hein, c'est le cerveau de Mille Cantines, mais ce ne serait pas l'app de Mille Cantines, on aurait donc tout le pédigré du convive qui se retrouverait en plus dans la présentation et qui ferait ses réservations. Et donc, du coup, moins de poids dans l'avion, moins de consommation de carburant, moins de retraitement de déchets, ce qui est quand même la partie la plus coûteuse, ce que j'ai omis de vous dire, qui concerne l'ADEME, et un client satisfait. Donc voilà toute la démarche et surtout tout l'impact CO2 qu'on a encore avec cette application sous le pied. L'avion, ça m'a tué. C'était le truc, le coup final. Merci beaucoup. Il me semble que Jeff, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais tu avais j'espère, bonne nouvelle pour Denis. En tout cas, c'est quelque chose à suivre. Transmis tes coordonnées. Si tu me coupes la parole, Jeff, si tu veux dire ma place. Ouais, voilà, n'hésite pas. Non, je ne voulais pas prendre la parole spécifiquement. En plus, je suis arrivé très à la bourre et je vais devoir vous quitter d'ici 10 minutes. Non, simplement, l'idée est vraiment très, très intéressante quand on voit le gaspillage qui se passe. Moi, je le vis quasiment tous les jours quand je vais au restaurant interentreprise. Soit quand vous arrivez au deuxième service, vous n'avez pas ce qu'il y avait au début du menu. Quand vous arrivez trop tôt, il y a à foison et vous ne savez pas quoi prendre. Il y a un gaspillage énorme en termes de denrées. Et effectivement, il fallait le traiter au début et non pas à la fin. Donc, j'ai envoyé à mon directeur des ressources humaines, qui est le président de l'association des entreprises de notre zone industrielle. On est quand même à peu près, on fait 250 à 300 repas par jour. Donc, ce n'est pas négligeable quand même. Et puis, si ça fonctionne, tant qu'à faire, on verra bien dans la zone du côté d'Andaille, autour, peut-être sur Biarritz et ailleurs. Pourquoi pas utiliser le système de réservation de 1000 cantines. Alors, le petit truc, ça va être effectivement, le bémol, c'est Sodexo. Et voilà. Entre Elior et Sodexo en France, on n'a pas trop de choix. Et le risque, il est effectivement, suite à la discussion que vous avez pu avoir avec des gens comme Elior, etc., de dire, ouais, mais notre business model, il n'est pas du tout celui que vous nous proposez, quoi. Ceci dit, j'ai fait la démarche, j'en parlerai à mon DRH si je le vois, je pense qu'il va être là demain. Je lui expliquerai la situation et peut-être qu'on verra bien. Donc à suivre. Voilà. Alors, si je peux me permettre, donc on est en discussion avec différentes orgas, dont la dernière, c'était en visio avec le groupe Disney. Gros gaspillage alimentaire, énormément de sites de restauration, télétravail, formation, absentéisme. Donc, le responsable de toute cette restauration du groupe Disney vient de renouveler son marché à Sodexo. Et donc, Sodexo, dans les discussions, mais je vous relate quelque chose que je connais maintenant depuis quelques années, dit ceci, ah mais on a la même chose. Et alors, chaque fois, le client dit, mais pourquoi alors vous attendez qu'on soit en réunion avec Mille Cantines pour ne pas nous le présenter? Et je connais l'histoire par cœur, c'est qu'ils veulent, en fait, ils épuisent le client en disant, on va bientôt l'avoir, ça ne va pas tarder, c'est bientôt, oui, bientôt, ça va arriver. Donc ça, vous l'aurez, ça va vous faire sourire, parce que c'est exactement ce qui va vous arriver. Il va vous dire, non, mais on va bientôt l'avoir, de façon à ce que vous oubliez, qu'ils s'épuisent, et puis qu'ils puissent continuer sur leur volume. Donc maintenant, on est bien, on a compris le truc. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a un vrai succès sur de la gestion directe. Dès que la gestion est concédée, on a des barrages terribles. Et c'est là où le politique pourrait avoir beaucoup de poids et de pouvoir. Le législatif. Le législatif, oui, pour être précis. Tout à fait. Mais on y va. Non, mais c'est très, très bien, effectivement, d'avoir fait rentrer un amendement 1000 cantines dans l'aspect, effectivement, résilience, etc. Et surtout qu'il y a tout un tas de choses qu'ils ont mis en place par le gouvernement. Je pense à l'AGEC, entre autres, et ça rentre en plein là-dedans, quoi. Donc, bravo, chapeau. Effectivement, c'est une bonne chose. Merci. On va peut-être essayer de ne pas trop déborder parce que si on dit 1 heure à tout le monde, on va dire un peu plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas, j'imagine, à contacter Denis si vous avez des questions pour lui. Enfin, j'imagine que ça fera plaisir. Voilà, je t'ai trouvé sur LinkedIn, mais si jamais tu veux mettre ton mail aussi dans le chat, pourquoi pas. Voilà, et du coup, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On était un petit peu moins nombreux que d'habitude pour être franc, mais on va quand même beaucoup communiquer sur le lien, sur le replay. Voilà, en espérant que certains les regardent aussi après coup. Voilà, merci Denis, super. Et voilà, et je pense que Dimitri et Mathieu, c'est pareil, ils sont à votre dispo si vous avez des questions pour eux, et on espère que ça vous a plu.
Merci Tia. Alors, on ne va pas vous décevoir, il y en aura en 2022 des débats gros, certainement plus une fois tous les 2 mois, mais il y en aura. Voilà, donc rendez-vous pour les prochains. Tous ceux qui sont inscrits qui ont rempli le formulaire un jour pour être informés des débats gros, vous serez informés des prochains, bien sûr. Et voilà, moi j'arrête de parler. S'il y en a les intervenants, si vous voulez avoir le mot de la fin, avec plaisir. Merci. Merci, c'est précieux pour nous, tous ces échanges, de ne pas réinventer la roue et de s'inspirer de tout ce qui a déjà été fait. Ça nous fait avancer vite, quoi. Et oui, l'intelligence collective, très chère à Time. C'est ça. Et c'est Einstein qui dit on ne résout pas les problèmes avec le même mode de pensée qui les ont engendrés. C'est vrai. Il faut changer de logiciel, absolument. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde, très bonne soirée, et puis rendez-vous pour le prochain débat gros. Et voilà, à votre dispo aussi personnellement, si vous avez des questions avec Camille. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est top, un grand merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.